critique après une série d'attaques coordonnées sans précédent lancées samedi par des terroristes alliés à la rébellion Touareg contre des positions stratégiques de la junte du pouvoir de transition à Bamako et dans plusieurs grandes villes. Le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, figure clé du régime, a été tué dans ces attaques, malheureusement, qui font planer une forte incertitude. Je vous propose de voir ce communiqué lu à la télévision nationale au Mali. Un deuil national de 2 jours, à compter du lundi 27 avril à 0h, est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage au général Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, suite à son décès tragique survenu le samedi 25 avril 2026. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. C'est un drame que ce qui se produit chez nos frères du Mali. Sadio Camara, c'est une figure centrale du pouvoir de transition au Mali. André Silver Conan, analyse, décryptage. Oui, c'est vraiment malheureux ce qui arrive au Mali. Depuis 2012, c'est la première fois que des attaques pareilles se déroulent dans le pays. Vraiment, je compatis avec le peuple malien. Je présente toutes mes condoléances à la famille du général Sadio Camara. C'est vraiment ce qui arrive au Mali, c'est vraiment malheureux. Vous voyez, la même journée, on a Kidal, Gao, Sévaré, Mopti, Kati. Ce qui est inédit, oui, c'est que le JNIM s'allie aux rebelles Touareg du FLA. Oui, vous voyez, de nombreuses personnes ne connaissent pas très bien le Mali, mais imaginez que dans la même journée, presque à la même heure, on attaque Korogo, Abengo, touche du bois. Bouaké, oui, on touche du bois. Bouaké, Abidjan, Bengeville. Parce que Bamako et Kati, c'est vraiment un peu Abidjan, Bengeville. Kidal, c'est dans le nord-est. Savary, c'est dans la région du Mopti, au centre, tout ça. Donc, c'est vraiment coordonné. Et puis, on a donc, ce n'est pas inédit. Ce n'est pas inédit, cette connexion entre les rebelles Touareg et les terroristes. C'était en 2012, ils avaient fait cela. Et puis aujourd'hui encore, le Front de libération de l'Azawad, qui est donc un groupement de mouvements, de 4 ou 5 mouvements, Touareg et Peul, dans le centre et dans le nord du Mali. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que en réalité, il y a eu des signaux, beaucoup de signaux. Allez tout simplement sur la page du Front national, du Front de libération de l'Azawad, FLA, qui a donc pris Kidal, qui revendique la prise de Kidal. Vous voyez, ça, c'est ce qui passe actuellement, je ne sais pas si les téléspectateurs voient, mais c'est à Kidal. Le 30 mars, sur leur page, ils ont affirmé avoir attaqué à Nefif. 30 mars. Le 24 mars, ils ont affirmé avoir frappé à Guelok à l'aide d'obus et de drones. Ils l'ont dit. Le 20 mars, ils ont affirmé avoir attaqué Erabédié, c'est dans la région de Kidal. Le 11 mars, ils ont affirmé avoir attaqué le camp militaire de Gao et l'aéroport de Gao. Le 4 mars, ils ont affirmé avoir mené 2 attaques sur Takalot, c'est dans le sud de Kidal. Mais qu'est-ce qui se passe au Mali? Ce qui se passe au Mali, c'est que ces informations données par le Front de libération de l'Azawad sont étouffées à Bamako. Personne ne peut en parler. Et il y a la propagande officielle du pouvoir qui faisait croire que tout allait bien, rien ne se passait au Mali, quand bien même les terroristes, parce que pour moi il n'y a plus de différence entre les rebelles et les terroristes, quand bien même les terroristes avaient pour la première fois, même quand un gouvernement civil était là, ça n'était pas le cas, mis une sorte d'OPA sur Bamako, de sorte que l'approvisionnement même en carburant n'était pas possible. Donc, il y avait des signes que les choses n'allaient pas. Malheureusement, ça s'est arrivé. La rébellion affirme contrôler Kidal, qu'ils avaient contrôlé auparavant. Ils affirment qu'ils ont eu un accord. Moi, je suis allé sur la page de Afrique Accord. Non, du Front de libération de l'Azawad, où ils montrent une vidéo de présumés mercenaires russes en train de quitter le camp dans lequel ils étaient. C'est Dieu sauve le Mali.
Très bien. Idrissa Keïta nous a rejoint, c'est notre confrère malien. Idrissa Keïta, aujourd'hui, à ce moment précis, qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur l'ampleur de cette offensive des groupes armés? Avant que je ne débute, je tenais quand même à présenter on va dire mes condoléances au peuple malien. On s'associe à vous, à ces condoléances. De ce samedi, d'hier, du début des hostilités à maintenant, il y a eu des victimes à divers niveaux. Et la spéculation avait pris une certaine ampleur au sujet du général Sadio Camara. C'est désormais officiel. Et le général Modibo? Le Modibo connaît, il n'y a pas eu de communication officielle, donc j'attends. Très bien. Maintenant, c'est vrai que je peux considérer cela, au-delà du fait qu'André Silver a parlé de signaux, on peut dire que c'est une suite à ce qui s'est passé en 2024. En 2024, on a vu Bamako se réveiller avec des tirs, des bruits de bottes au niveau de l'école de gendarmerie et au niveau de l'aéroport. Et si c'est vrai qu'à chaud, il y avait une vigilance, moi je suis de ceux-là qui comprend que en 2025, sur la fin d'année, quand le GNIM montait en puissance, et s'est permis de mettre en place le blocus pétrolier en bloquant les camions citernes entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre le Sénégal et le Mali. Pendant cette période de pénurie, nous-mêmes on le voyait à travers les réseaux, on le voyait sur le terrain, les populations étaient préoccupées à comment se doter de carburant, à comment circuler. Et c'est une situation regrettable qui a pris forme pendant au moins 3 mois. Pourquoi j'en parle? Parce que quand moi je fais ma lecture, je pense bien que c'est pendant cette période-là, où il n'y avait pas de carburant, il n'y avait pas d'électricité, que les rebelles ont profité pour vraiment s'infiltrer. Parce que depuis le temps d'Ibeka, il y a des cellules dormantes. Mais je crois que pendant cette période de 3-4 mois, septembre à décembre, ils ont vraiment eu le temps de s'infiltrer, de se positionner et d'attendre le moment opportun pour agir. Et justement, on se pose la question de comment ils ont réussi à pénétrer Kati, le sein des saints militaires au Mali. Forcément, là où se trouve la principale base, forcément, militaire surtout. C'est sur la base de complicité. Parce que Kati, depuis 2012, dans l'histoire contemporaine du Mali, a un certain poids, suite au coup d'État en son temps fait contre le président Amadou Toumani Touré par le capitaine Amadou Aya Sanogo, qui, une fois cette transition finie, le président élu Ibrahim Boubacar Keïta avait dit que Kati ne fera plus peur à Bamako. Et quand un chef d'État se permet de le dire, ça voudrait dire que cette ville-là a marqué les esprits. Mais avec le coup d'État de 2020, le siège de ceux-là qu'on appelait les 5 colonels, finalement les 6 généraux, avec le décès d'un d'eux, on voit que Kati a repris du poil de la bête. Et ce n'est pas la première fois que Kati est ciblé. Et là, il s'agit d'une guerre. Et une guerre, il faut tomber l'adversaire, il y a des cibles stratégiques. Il est évidemment clair que le ministre de la Défense est une cible préférée. Mais vous avez évoqué une particularité. L'alliance ouverte entre le Front de libération de l'Azawad et le JNIM. Parce que la crise malienne est née avec la question Touareg. Et à l'époque, elle était limitée au seul nord, le septentrion, Gao, Tombouctou, Kidal. Mais plus la crise a perduré, plus elle s'est étendue au centre du Mali, où on a eu même des conflits ethniques, Dogon-Peul, des communautés, et ça s'est finalement étendu depuis près de 3-4 ans à Bamako et environ. Donc, d'une part, ils ont fait une alliance, d'autre part aussi, ils ont une certaine complémentarité. Pendant que certains savent comment manipuler les drones, d'autres savent comment maîtriser certaines armes. En tout cas, ils ont une certaine complémentarité et ils font désormais une synergie. Maintenant, la page, évidemment, du Front de libération de l'Azawad, c'est vrai qu'au niveau de Bamako, on nous a interdit de trop prêter l'œil à ce que dit l'ennemi pour ne pas se retrouver dans une certaine, si vous voulez, apologie. Mais n'empêche que j'ai jeté un œil, j'ai vu que leur communiqué a été très clair. Dès le départ, ils ont jeté le regard sur Wagner, Africa Corp. Parce que lorsqu'ils ont perdu Kidal, l'armée l'a réussi à travers l'aide de Wagner. Donc, dès le départ, la cible a été les forces russes qui se sont retirées de Kidal. Mais est-ce qu'elles se sont seulement retirées de Kidal? Les forces russes sont retirées de Kidal quand? Comment dire? Elles sont retirées de Kidal quand? D'hier à aujourd'hui. Ah, ok, d'accord. Parce que sur la page du FLA, il n'y a pas de communiqué par rapport à la mort du général Sadio, où je les vois faire de la récupération. Mais déjà, je les ai vus publier des vidéos sur le départ des forces russes. Et ils ont même fait, comment dirais-je, un avertissement à l'endroit de la Russie pour qu'elle se tienne à carreau de cette situation. Donc, nous sommes dans une situation où l'ennemi a riposté. L'ennemi met en avant le fait que pour eux, le pouvoir de Bamako s'est distingué par des exactions. Et l'ennemi met en avant le fait qu'il faudrait une nouvelle alternative politique. Bon, le Mali est pour le moment en deuil de 48 heures.
suite au décès du général Sadio. Mais je crois que même si ce n'était pas ça, ça allait s'annoncer. Donc je crois qu'après ces 48 heures, le temps qu'on puisse voir sûrement le président Assimi Goïta, qu'on n'a pas encore aperçu, et d'autres autorités, d'autres voix autorisées, donner de la voix. Très bien. Qu'on puisse lire un peu la suite des événements. Très bien. Docteur Banga, quelle lecture faites-vous de ces événements au Mali ces dernières 48 heures? Déjà, comme il a dit, il y a qu'au peuple malien, toute notre solidarité au peuple malien, au FAMA. J'ai envie de dire c'est malheureux en soi, mais le fait qu'on ait un communiqué officiel et on fait un visage officiel venir annoncer malheureusement la mort du général Sadio Camara, c'est quelque peu, entre guillemets, rassurant parce que pendant 48 heures, on avait l'impression que, on a même jusqu'à présent l'impression que le Mali n'est pas géré, n'est pas contrôlé. On n'a pas entendu le président. Il y a eu beaucoup de communiqués qui disaient que tout était sous contrôle. Hein. Oui, on a eu des Lors de communiqués, transition, mais on a quand même eu ça. après vrai visage, je pense qu'aujourd'hui, il y a un point d'interrogation déjà dans la tête des gens, puisqu'on n'a pas encore entendu, on ne voit que des communiqués, on n'a pas encore entendu des gens. C'est dommage, c'est triste, tout ce qu'on voit là. On a eu, comme il a dit, en 2024, un premier niveau de coordination qui avait permis malheureusement de toucher Bamako. Mais là, en termes de coordination, c'est une première depuis bien longtemps d'attaquer de façon simultanée pratiquement tout le Mali. De rentrer dans Kati hier et même ce matin encore avec des tirs dans Kati. Donc il y a un vrai danger qui se pose. On est quand même dépassé par moi j'étais vraiment dépassé par l'ampleur de la coordination et l'ampleur de l'attaque. Et puis, tactiquement, on se retrouve aujourd'hui dans des choix stratégiques qui sont contre-performants aujourd'hui. Pendant longtemps, il y avait un distinguo, comme André le disait, entre d'une part le mouvement rebelle, autonomiste, et les djihadistes, qui étaient sauvés par l'accord d'Alger. À partir du moment où le gouvernement malien a mis fin à l'accord d'Alger, a attaqué Kidal, il a malheureusement permis aux rebelles et aux terroristes de faire front commun. Pour les rebelles, pour moi, c'est un mauvais choix parce qu'ils avaient déjà commencé ça en 2012. On a vu que c'est mal terminé. C'est un mauvais choix parce qu'aujourd'hui, politiquement, on ne peut plus discuter avec eux, on ne peut plus les mettre sur un accord de paix, etc. Même là, aujourd'hui, on se demande qu'est-ce que sera le Mali demain. Qu'est-ce que sera le Mali demain? Je pense, et je vais m'arrêter là, peut-être que quelle que soit l'issue, il faut quand même s'arrêter et faire un bilan des choix stratégiques qu'on a fait. Il faut quand même s'arrêter et faire un bilan des choix stratégiques. Et ce qui s'est passé hier et ce qui se passe aujourd'hui montre que les choix stratégiques, on peut être animé d'une bonne volonté. Hein. Je n'ai ni même plus la bonne volonté de la jeune. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est les résultats. Il faut s'asseoir et se demander comment on redresse cela. Et je vais terminer par dire que ce qui se passe au Mali inquiète toute la sous-région. Ça inquiète toute la sous-région. On est en train de voir aujourd'hui, d'ailleurs on le voit dans tous les pays, mais là ça devient vraiment inquiétant. Il faut, à un certain moment, que la sous-région aussi, d'une manière ou d'une autre, avec nos frères maliens, en dépit de nos divergences politiques, il s'agit là maintenant du fonctionnement même de notre environnement. Il faut qu'ils viennent à la table de la discussion. Il faut qu'ensemble on essaie de construire des solutions qui vont permettre à la sous-région d'être un peu plus stable, parce que vraiment, on est face à une ampleur importante, à tel point que même les renforts russes négocient pour sortir de Kidal. Kidal qui avait été le symbole de la renaissance, le symbole de la souveraineté retrouvée, le symbole de la reconquête. Aujourd'hui, même les partenaires russes sont obligés de négocier pour sortir de Kidal. Je pense qu'on a atteint un moment où les autorités maliennes doivent reposer la question de la stratégie, doivent reposer la question des partenariats et ouvrir la main, notamment à leurs frères d'Afrique de l'Ouest, pour qu'ensemble on essaie de trouver des solutions. D'accord. C'est quoi, Sikramo? Oui. Analyse? Écoutez, nous sommes vraiment tristes pour le peuple malien, frère, qui passe par ces tribulations depuis si longtemps. Et ce que nous venons de vivre ces dernières 48 heures sont vraiment dramatiques. Le Mali est un pays frère. Les turbulences là-bas, nous les ressentons aussi ici. Vous allez voir qu'avec les événements qui viennent de se passer, la Côte d'Ivoire va encore accueillir beaucoup de nos frères qui viendront pour chercher de la sécurité. Notre vœu, c'est que les intelligences au Mali, pour parler un peu comme Arthur, hein, que les intelligences au Mali prennent, on va dire, la pleine mesure de ce que le peuple est en train de souffrir et trouvent la voie pour la paix. Les pays membres de la CEDEAO, à commencer par la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a toujours montré sa disponibilité à aider à trouver cette voie
Et je pense que cette bonne disposition demeure. Vraiment, Yako au peuple malien et tous nos voeux du retour de la paix les accompagnent. Très bien, Sylvain? Oui, je dirais que il y a eu ces attaques. Mais derrière ces attaques, il faut voir aussi les moyens qui aujourd'hui sont utilisés dans ces attaques-là. J'ai entendu parler de drones. J'ai entendu parler, habituellement, les fusils d'assaut et tout ça. Mais aujourd'hui, la guerre prend une autre dimension. Et on se demande comment ces mouvements rebelles et ces groupes djihadistes sont-ils alimentés avec un équipement aussi sophistiqué. Donc, face à cette situation, je pense qu'il faut louer aussi la bravoure de l'armée malienne, parce que malgré la coordination de l'attaque, malgré les cibles stratégiques qui ont été visées, Bamako ne s'est pas écroulé. Mais est-ce que c'était l'objectif? Tout à l'heure, le communiqué que nous avons vu à la télé est lu par l'une des autorités maliennes pour dire que la situation est peut-être heureusement encore sous contrôle. Mais à la fin, on va se demander quels sont les objectifs derrière cette attaque, où aujourd'hui des groupes rebelles et des groupes djihadistes qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs en attaquant s'associent, s'allient. Est-ce que c'est une alliance circonstancielle? Est-ce que c'est pour gouverner ensemble, des djihadistes et des rebelles non djihadistes? Bon, là je m'interroge, mais en même temps, il faut aussi que les autorités maliennes repensent le système sécuritaire. Si aujourd'hui, l'essentiel de la défense est de compter sur la coopération avec la Russie, je crois qu'avec ce harcèlement qui va continuer, avec ce harcèlement, il est bon de repenser la stratégie. Aujourd'hui, l'armée malienne, on parle d'environ 35 000 hommes. Est-ce qu'il ne faut pas doubler les effectifs? Parce que le Mali, c'est quand même un territoire, je crois, 2 à 3 fois plus vaste que la Côte d'Ivoire.